BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. L'agence Buzzman fête ses 15 ans cette année et s'offre une campagne Burger King qui cartonne. On sera en plateau avec le vice-président Thomas Granger, mais aussi avec le directeur commercial de l'agence, Loïc Coelho. Et puis pour le décryptage, on recevra l'ancien animateur star d'Interville sur TF1, Olivier Chiabodo, se met au service de la planète. Il nous expliquera comment il a créé le Netflix des plus beaux endroits sur Terre. Voilà le programme, c'est parti pour Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business. Et comme d'habitude, je suis avec mes deux acolytes. Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Margot. Bonjour Eric Jaoui, fondateur de Zion Say. Bonjour Margot. Et aujourd'hui, avec tous les deux, on reçoit Buzzman. Qu'est-ce qui fait la différence pour Buzzman, selon vous? La folie un peu créative, quoi. C'est nos limites un peu. Eric Jaoui? Je suis un peu d'accord, c'est comprendre la société. Et on va parler justement de ça. Moi, parfait. C'est ça qui m'intéresse particulièrement. Allez, tout de suite, c'est l'heure du Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Bonjour Thomas Granger. Bonjour. Vous êtes le vice-président de Buzzman et vous êtes en compagnie de Loïc Coelho, directeur commercial. Alors cette année, vous fêtez vos 15 ans. Félicitations tout d'abord. Merci. J'aimerais savoir, c'est quoi ce tournant des 15 ans? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Tout d'abord Thomas. Qu'est-ce que ça représente, le chiffre 15 en lui-même? Pas grand-chose. Je pense que ce que ça raconte en tout cas, c'est que la boîte fonctionne bien, qu'elle est arrivée à une forme de maturité, sans forcément devenir plan-plan, mais... Voilà, aujourd'hui, il y a une sorte de maturité sur notre manière de travailler, les relations qu'on a avec nos clients historiques, les nouveaux clients pour lesquels on bosse, à l'interne, la perception de l'agence sur le marché. Il y a une forme de maturité. Ouais. Clients historiques, ça veut dire aussi campagnes qui ont marqué les esprits. J'aimerais avoir votre point de vue chacun l'un après l'autre. Quelles ont été les campagnes justement qui vous ont marqué pendant votre temps à Buzzman? Vous avez l'après-midi ou pas? Allez, quelques-unes. Non, quelques-unes. Ouais, si on doit... Je vais citer des campagnes qui ont peut-être incarné des étapes. Donc il y a bien évidemment Tipex, l'ours et le chasseur, qui a été une campagne qui a été un typhon mondialement. La campagne quand même qui a fait connaître Buzzman dans le monde entier. Oui, qui a fait connaître à une autre échelle, Buzzman dans le monde entier, c'est vrai. Après, il y a eu, je pense, Mythique, toute la plateforme Mythique sur les imperfections. Qui nous a permis je pense, de travailler un peu différemment notre image sur le marché français. Les gains d'Ikea, de Burger King. Burger King, il y a énormément de campagnes. On va en parler de Burger King aujourd'hui, justement. Ouais, et puis il y a une campagne pour Milka aussi, qui a été une campagne qui a été très compliquée à mettre en place et qui était assez innovante à l'époque, qui s'appelait Le Dernier Carré. Après, il y a Boursorama avec Brad Pitt. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de campagnes charnières qui finalement ont à chaque fois incarné les époques que traversait Buzzman. Ouais. Et vous, Loïc, pour vous, s'il y en a quelques-unes? Allez, quelques-unes. Ne me citez pas tout l'archipel. C'est Burger King du coup. Moi, je suis le fervent défenseur de l'agence. Bah oui, évidemment. Parce que c'est votre compte en plus. Donc, c'est le compte sur lequel je bosse depuis 8 ans. Ouais. Non, le dernier Carré Milka, c'est la première campagne que j'ai fait en arrivant chez Buzzman. Moi, ça fait 10 ans que j'y suis, donc j'ai connu une partie des 15 ans. Et le dernier Carré, c'était, je confirme, c'était effectivement une campagne compliquée à monter, mais vraiment, vous a marqué. Ouais, vraiment super campagne qui a changé un truc. Frédéric? Mais Buzzman, c'était une agence, à l'époque de l'ours, c'était une agence, ou du carré, peut-être jusqu'au carré, c'était une agence qui faisait beaucoup de coups, qui se faisait connaître voilà. Et aujourd'hui, est-ce que c'est devenu une agence plus... normale, je veux dire, créative, mais après tout, semblable à pas mal de vos confrères. Semblable, puisqu'on fait le même métier. Et plus calme, disons. Oui, alors après, ça c'est une question de curseur. Je ne sais pas si on peut vraiment nous définir à travers... tu vois, une forme d'énervement ou de calme. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes valeurs pour nous raconter. Je pense qu'en revanche, on aime bien prendre des risques et on travaille souvent avec des marques qui ont besoin de prendre des risques.
Pour revenir à ta question initiale sur les coûts, pas les coûts, en fait, quand tu es une petite agence et que tu viens t'intègres un marché qui est un marché compliqué, assez monopolistique à l'époque, ou en tout cas assez fermé, tu prends ce qu'on te donne. Donc quand on te donne à faire des coups, tu fais des coups. Et puis c'est en travaillant et en imposant finalement aux yeux des annonceurs ta capacité à faire autre chose que tu arrêtes de faire des coups. C'est les autres qui ont pris plus de risques, du coup, maintenant. Ouais, dans la pub, il y a eu un rebond mondial, un rebond historique en 2021. À quoi est-ce qu'il est dû, selon vous ? Je ne suis pas au courant. Eh ben, on vous l'annonce. Vous l'avez pas ressenti à Buzzman ? Non, si, on a ressenti... Les 2 années de Covid sont 2 années exceptionnelles pour nous en termes de business. Oui. Donc ça peut paraître soit un peu antinomique comme ça sur le papier. Je pense pas trop parce que je pense que les annonceurs dans ces périodes de crise en fait ont besoin de communiquer. Il faut compenser quelque part. Communiquer autrement ou pas ? Oui, pour certains d'entre eux, ça change certaines valeurs, ça change le rapport qu'on peut avoir à ses consommateurs. En tout cas, il y a des éléments de compréhension nouveaux qui viennent s'installer, et donc ça donne des éclairages un peu différents. Après, c'est pas drastiquement différent. Notre métier reste toujours le même. Il faut avoir des idées qui parlent aux gens. Il faut réussir à exister dans l'encombrement médiatique des messages à caractère commerciaux. Donc ça reste le même business, mais oui, il y a sûrement des prises de conscience et des volontés d'avoir un rapport émotionnel un peu différent avec les gens qui nous consomment. Alors, ce qui change aussi, c'est le rapport à l'international. Vous avez réfléchi à vous ouvrir davantage à l'international pendant cette période ou non, pas du tout ? Pas du tout. Vous gardez cette même ligne alors ? Ouais, c'est pas une ligne en fait. Je pense qu'on est bien en France et qu'on s'y sent bien. L'agence est plutôt une réussite. Après, il y a une réalité internationale qui a toujours existé pour Buzzman, mais qui n'est pas une volonté de développement spécifique. En revanche, à travers certaines opportunités, on bosse pour des marques, on a bossé pour des marques, pour l'Europe, pour les US. Voilà, mais c'est pas une ligne stratégique de développement à laquelle on s'attache en se disant il faut absolument se développer à l'international. Non, c'est pas le... Frédéric ? Moi, je reviens sur Burger King, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé quand même. Ouais. C'est vous ou c'est eux ? Ce que je veux dire par là, c'est quand vous faites, surtout pendant la période du confinement, vous avez été remarquable et remarqué, parce que c'était quand même l'une des marques qui communiquait le plus. C'est gentil. Bah oui, c'est vrai. Ouais. C'est l'annonceur, comment ça se passe ? C'est l'annonceur ou c'est vous ou c'est les deux ? Parce qu'il y a quand même des trucs qui étaient très osés, fallait y aller, quoi. Vous parliez tout à l'heure de folie créative en introduction. En vrai, je crois qu'elle a assez partagé cette folie créative. La phrase de Lechbot dirait qu'il n'y a pas de bonne campagne sans bon client. Je vais la garder. Mais disons que là, Burger King et Buzzman, c'est une relation de confiance et les deux se tirent vers le haut. Alors, on a, nous, une émulsion créative agence et tous les créatifs d'agence veulent travailler sur nos marques et particulièrement Burger King parce que ce qu'on fait une certaine résonance, mais Burger King nous pousse aussi derrière à être créatif, à chercher toujours à casser les codes, à être en ligne avec ce qui se passe en ce moment, à être dans la société, voilà. Moi, j'aimerais entendre un peu l'histoire de cette campagne autour du Whopper, parce qu'elle m'a parlé tout de suite, elle parle à une grande partie de la société, à ceux qui conduisent en tous les cas. Ouais. Racontez-nous un peu cette histoire, et aussi, c'est un peu aux antipodes de la tendance un peu ESG de parler de l'essence, de ce prix-là. Pourquoi ? Alors, effectivement, cette campagne, d'abord, elle s'inscrit dans un contexte pas dingue qu'on est en train de tous vivre, une conséquence économique directe avec l'envolée des prix de l'essence. Et Burger King, même si on ne fait que des burgers, on a cette volonté, vous parlez de réactivité, d'être inscrit dans la société, de pouvoir agir en tant que marque moderne, en tant que marque réactive, à ce qui touche vraiment les Français. On n'est pas dans un monde magnifique de publicité, on est dans un vrai monde, le vrai monde des gens. Et donc nous aussi, on est touché par cette augmentation des prix, donc on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre échelle, en tant que vendeur de burgers, pour avoir un soutien auprès des millions de Français qui du coup prennent leur voiture. Et donc on a fait cette promotion. Un Whopper, du coup le prix de l'essence s'envole au-dessus des 2 €. Le Whopper lui va baisser, sera en dessous des 2 €. Ouais, génial cette campagne. Il est vendu généralement autour des 5 €. Il sera à 1,99 pendant une semaine au drive uniquement. Eric ? Comment est-ce qu'on peut définir la culture d'entreprise Buzzman ? Est-ce qu'il y a une citation absolument pas. Non, mais tu sais, il y a toujours un fantasme derrière les cultures d'entreprise. Je pense que je serais incapable de définir la culture de la boîte. En revanche, il y a des dimensions et des valeurs, tu vois, qui nous tiennent à cœur depuis le début finalement. Et je pense que c'est ça qui crée la culture. Après, ce sont les gens qui la font, la culture.
C'est peut-être des lieux communs, hein, mais je pense qu'il y a un niveau d'exigence sur ce métier qui est très élevé, très fort, et ça rejoint la deuxième dimension qui, à mon avis, sont les deux éléments fondateurs finalement de la culture de cette boîte, qui est le bon sens terrien. C'est-à-dire que cette exigence en marge de la société, quoi. Faire de la pub. Ouais, c'est exactement ça, et ça va même un peu au-delà. C'est-à-dire que je pense que depuis Day One, on s'est jamais dit à un moment, allez, on va prendre un peu les gens pour des cons. Ouais. Non, il y a toujours un truc de vérité, mais parce qu'en fait, on est très convaincu, on a envie d'être très convaincu par ce qu'on fait, et on a besoin, pour bien le faire, de mettre beaucoup de conviction dedans. Et donc, on se met à la place des gens à qui on parle. On est conscient qu'on fait de la pub, on est conscient que la pub, les gens s'en foutent globalement. Donc, vu qu'on le sait, on la fait pas pareil. On a tendance à se dire, bon, on raconte l'histoire, et puis on est conscient qu'en fait, on interrompt la vie des gens. Donc, quitte à le faire, autant essayer de les distraire aussi. Les faire rire, c'est quoi la technique? La meilleure il y en a sans doute plusieurs, mais sur Burger King, en tout cas, effectivement, la légèreté, le rire, le second degré, l'autodérision, l'authenticité sont de bonnes recettes. Et sur le digital, c'est ce qui marche le plus. On revoit quand même un retour à l'économie de mots dans certaines pubs, un retour à l'affichage aussi. Mais dans le digital, c'est quoi ce petit truc qui ferait buzzer un peu une campagne? Je ne sais pas si c'est propre au digital, mais j'ai l'impression que les marques qui cassent un peu la distance qui existe entre une marque et un consommateur sont celles qui parlent le plus. Nous, sur Burger King, par exemple, si je parle vraiment de mon cas, on a tendance à vouloir être un pote qui parle à un autre pote. On essaie de ne pas avoir effectivement des codes très classiques de publicité avec une marque annonceur. C'est une question de sensibilité. Après, sur la technique, tu vois, tu évoquais le raccourcissement des mots. Il n'y a pas de recette pour faire. C'est comme un tube dans la musique. Non, mais tu vois, il n'y a pas de recette. C'est un truc de sensibilité. Ouais. C'est un truc de sensibilité. Donc après, bien évidemment, c'est un métier sérieux. Hein. C'est plus un métier de touriste. C'est un métier vraiment sérieux où il y a beaucoup de data. Il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de compréhension très profonde de la société, des comportements, des besoins des gens, etc. Et après, il y a quand même toujours cette forme de magie, d'intuition, qui est un truc de sensibilité très fort. Donc il n'y a pas vraiment de recette. Tu peux mettre des structures et des process en place, mais au final, tu vas quand même avoir besoin à un moment de cette sensibilité, cette intuition, ce feeling qui fait que ouais, c'est ça qui va toucher les gens. Le pif, comme on dit. Ouais, le pif, ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous en plateau, on était ravis. Et on passe tout de suite à la chronique de Julien Casqui, TechCom. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors cette semaine, Orange et Publicis ont annoncé qu'ils créaient une co-entreprise à 50-50 pour digitaliser les événements. Cette plateforme, elle s'appelle Voilà et son budget de lancement est de 20 millions d'euros. Il faut se le dire, avec la crise sanitaire, tout de même, le marché de l'événementiel a profondément été bouleversé, Julien. Et oui, faire émerger la première licorne de l'Eventech, c'est l'ambition de Publicis et d'Orange. Voilà permettra de retransmettre en ligne les événements des entreprises et en direct, avec la possibilité de réunir plus de 100 000 participants en simultané. Elle proposera une solution clé en main avec l'envoi d'emails aux clients, l'analyse des données post-événement ou encore des quiz en direct. Elle vise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros d'ici 2024 et sa solution a été testée sur près de 30 événements l'année dernière, dont Vivatech, et elle sera aussi au prochain Festival de Cannes. Alors avec la crise sanitaire, c'est tout le secteur véritablement qui s'est digitalisé, Julien. Et oui, pendant la crise sanitaire, eh bien, l'événementiel s'est quasiment reposé, même exclusivement sur l'événementiel digital pendant les confinements. Aujourd'hui, 2 ans après la crise, tous les professionnels du secteur nous le disent, ils veulent revenir en physique, on veut se retrouver. C'est ce qu'explique François Bitouzé, le cofondateur de Voilà. Maintenant, pour chacun des événements qui sont conçus, il y a une partie physique parce qu'on aime se retrouver tous ensemble et c'est normal. Mais maintenant, il y a aussi une partie digitale parce qu'on s'est rendu compte qu'un événement qui avant accueillait 100 ou 500 personnes, grâce au digital, on peut en rajouter 1000 ou 10 000. Donc en fait, les deux sont vraiment ensemble et c'est pour ça qu'il y a un énorme marché sur le digital.
Et en plus d'attirer plus de monde à un événement, eh bien, le digital peut aussi constituer un nouveau service dans l'offre des professionnels du secteur. C'est par exemple le cas de Reed Exhibition la semaine dernière. Il a organisé le MIPIM. Près de 20 000 personnes se sont retrouvées en physique après 2 ans d'absence à Cannes. Et Reed Exhibition a mis en place une plateforme en ligne post-événement pour permettre à tous les participants de retrouver eh bien, toutes les conférences en ligne de l'événement. Et le marché de l'événementiel digital va continuer de grandir d'ailleurs, Julien. Ah oui, à terme, on estime que le marché du digital en France pourrait représenter la moitié du secteur de l'événementiel, soit près de 10 milliards d'euros, d'autant que les entreprises vont pouvoir organiser leurs événements via la réalité virtuelle. Concrètement, Margot, avec vos lunettes connectées et votre avatar, vous pourrez assister par exemple à un défilé de la Fashion Week, à un lancement de produits ou à un séminaire d'entreprise avec une expérience totalement immersive, comme si vous y étiez. J'ai hâte de voir ça, Julien, en tous les cas. Merci beaucoup et on retrouve tout de suite Rebecca Blanc-Lelouch pour le JT de la com. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors cette semaine, les associations France Terre d'Asile et What Is That avec TBWA Paris qu'on a reçu lors de notre première émission lancent un nouveau numéro WhatsApp à destination des personnes exilées à la rue à Paris. C'est bien ça ? Oui, et ce numéro, c'est le 505. C'est un numéro unique et gratuit. C'est un nouvel outil qui est destiné aux migrants et qui est basé sur un langage universel, le langage des emojis. Quels que soient leurs besoins, un soin, un repas, une douche, un emoji suffit pour obtenir l'info sur les lieux qui fournissent ces services. Il y a des infrastructures dans Paris qui existent et qui se développent. Et c'est souvent à cause du manque d'informations et ou la barrière de la langue que ces migrants ne peuvent pas y accéder. Donc, pour y accéder, il faut soit scanner un QR code ou alors ajouter le 505 à ses contacts pour démarrer une conversation sur WhatsApp. Et en fonction de l'emoji qui sera envoyé, ils seront guidés vers le lieu dont ils ont besoin. Et ce week-end, c'est le week-end également du SIDAction, Rebecca, du 25 au 27 mars. Et pour rappeler qu'on est tous concernés par le SIDAction et The Good Company, ont lancé une campagne. Oui, et le nom de cette campagne, c'est Par Amour. C'est une campagne de mobilisation et d'appel aux dons qui a été lancée en télé et en affichage. Je cite, cette campagne rappelle que si le VIH ne fait pas disparaître l'amour, par amour, on peut le faire disparaître. Et c'est sur une belle mélodie qu'on entend la voix de Marina Foïs qui énumère ce qu'on fait par amour, mais aussi même les choses qui peuvent nous mettre en danger. Par amour, on a construit des palais, on a érigé des édifices. Par amour, on a enfreint des lois, parcouru des distances, patienté des siècles. Par amour, on a donné de la voix, on a donné la vie, on a donné sa vie. Par amour, on a fait des choses extraordinaires, des choses folles et des choses inconscientes. Oui, par amour, on a pu oublier que le VIH pouvait tous nous toucher. Mais par amour, on peut le faire disparaître. Faites un don au 110 ou sur sidaction.org. Donc cette campagne est diffusée en télé, au cinéma, en affichage et aussi bien sûr sur les réseaux sociaux. Elle sera relayée par de nombreux influenceurs. Et tout le monde l'a vu la semaine dernière, le sable saharien a survolé plusieurs pays européens. On a même vu nos voitures tout orange d'ailleurs, Rebecca. On se rappelle de ce ciel également complètement orange et certains y voient une tempête et d'autres y voient une opportunité. Une opportunité pour promouvoir des chicken wings. C'est ce qu'a fait KFC Espagne et a utilisé ces épaisses couches de poussière orange pour en faire une campagne de marketing. Ils ont été très réactifs sur ce coup-là. La poussière de la tempête a particulièrement recouvert les capots des voitures en Espagne et KFC a proposé à tous les automobilistes de venir au drive, donc la restauration rapide de KFC, pour leur offrir un poulet gratuit en échange qu'on leur dessine le logo sur le capot de leur voiture avant que les conducteurs passent au lavage. La marque a su tirer parti d'un événement météo pour attirer ses clients et plus d'1 millier d'Espagnols ont joué le jeu et ont répondu à l'appel et sont venus réclamer leur récompense. L'opération a été imaginée par l'agence PS21. Elle a généré 5 millions d'impressions et 300 000 interactions sur Twitter dès le premier jour. Et on le sait, Rebecca, de jour en jour, l'élection présidentielle en France approche et Google et YouTube ont fait
fait un partenariat pour mettre en place des actions pour lutter contre la désinformation et les tentatives de déstabilisation. Entre la crise sanitaire, le premier tour à l'élection présidentielle et la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Google et YouTube resserrent donc la vis et s'engagent contre la désinformation. Et là, alors, la première mesure pour Google, elle promet d'assurer la protection en ligne et a donc mis en place avec l'Arcom un rapport de transparence qui sera publié tous les trimestres sur le nombre de contenus qui seront retirés et surtout les raisons de ces retraits. Et alors pour YouTube, sa responsabilité se base sur la règle des 4 R. Retirer, réduire, relayer et rémunérer, et va donc dans la foulée appliquer ces règles à l'ensemble de sa communauté. Merci beaucoup Rebecca, et tout de suite on passe au décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Bonjour Olivier Chevaudeau. Bonjour, vous allez bien? Ça va, et vous, ça va? Parfait. En forme. Vous avez été l'animateur star de TF1 pendant des années et maintenant vous êtes à la tête de votre plateforme, The Explorers. J'aimerais un peu que vous me racontiez l'histoire de cette plateforme, comment vous avez eu l'idée et ce que ça raconte. C'est très simple. En fait, avant d'être animateur, j'ai été médecin. J'ai fait médecine et dès le début, quand je suis arrivé à TF1, quand on m'a proposé de faire de la télévision, Étienne Moujotte et Xavier Couture, il m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire? Et j'avais tout de suite dit, la planète a la même composition que l'homme à la surface du globe, 70% d'eau pour 30% de solide. Je veux faire un check-up de la planète en images, un état des lieux, un inventaire du patrimoine culturel, naturel et humain de la planète en images, parce que ce sera par l'image qu'on va faire de la mémoire, de la transmission, de l'éducation pour mieux connaître et mieux protéger la planète. Début des années 90. Je me souviens très bien d'Étienne Moujotte qui n'est plus là, m'avait dit oh là là, ça fait chier tout le monde, Olivier. C'était pas la tendance encore. Non, mais pas du tout. Et il m'a fait faire autre chose. Ensuite, je suis parti de TF1 de 98 à 2005, où là, j'ai commencé à faire avec Jean Minot, qui a dirigé la 5e, qui était l'ancêtre de France 5, les Carnets de Noé, qui était l'ancêtre de The Explorer. Et j'ai commencé à faire cet inventaire. Et j'ai tout de suite compris qu'il fallait internationaliser. C'est un des rares thèmes qui est vraiment universel sur toute la planète. Et d'ailleurs, Étienne Rodagil, qui écrivait des chansons, et notamment qui a écrit une chanson qui s'appelait Noé, c'est pour ça que j'avais appelé Noé, qui veut dire sauver l'humanité, m'avait dit c'est un des rares thèmes universels, Olivier. Et donc, universel veut dire qu'on va faire quelque chose pour l'ensemble du globe. On a vu le digital arriver, début des années 2010. Netflix, finalement, est apparu et on a vite compris que les gens allaient vouloir consommer de l'audiovisuel quand ils voulaient, où ils voulaient, dans la langue qu'ils voulaient, sur les smartphones, les smart TV, les tablettes, les ordinateurs. Et donc, je me suis dit, on va constituer un catalogue avec une marque, certes anglophone, mais le monde est en anglais. Donc, il fallait une marque compréhensible partout. The Explorers, qu'on a déposé dans le monde entier en 22 classes. Un standard de qualité en très haut de gamme, puisqu'on fait du patrimonial. Donc en 2014, très vite, le plus haut de gamme, ça l'est encore aujourd'hui, c'était le 8K. On s'est mis à tourner tout en 8K. Et avec mon associé à l'époque, qui était Jean-Pierre Morel, l'ancien directeur financier de TF1, qui m'a suivi vraiment financièrement de façon exceptionnelle, il m'a fait confiance. Et on a tout tourné pour avoir les droits de l'ensemble. Quand on veut diffuser mondialement, il faut avoir les droits. On a les droits de toutes nos images, de toutes nos photos, de tous nos dessins. Et on a développé une plateforme et on a eu la chance d'avoir une équipe, bien sûr, de captation, de post-production, mais aussi en digital, qui nous a développé une plateforme smartphone, smart TV, tablette, ordinateur en 17 langues qu'on a pu distribuer dans 170 pays, dans tous les logiciels possibles, iOS, Android. Et après le lancement, on est les seuls à savoir streamer du 8K dans le monde, ce qui veut dire que tous les vendeurs d'écrans 8K nous préembarquent, mais surtout Apple nous a élu meilleure application télé du monde, et ça a tout changé dans la vie. Olivier, il y a des endroits encore inconnus. Est-ce qu'il y a encore des endroits inconnus dans le monde ou peu documentés? Qui avait fait un peu oui, alors je dirais oui. Peu documenté. Il y a, par exemple, en Papouasie, on est allé en Papouasie, il y a vraiment des zones blanches, des zones où je pense que personne n'est allé depuis au moins une centaine d'années. Voilà, peut-être même pas du tout. On est allé en Papouas, on a rencontré les 5 grandes tribus. Il y a les Asmat qui sont la tribu de la vase, comme on dit, qui sont vraiment en bas, jusqu'à les Huna, puisque je crois que ce sont les Huna qui sont à 5000 mètres d'altitude. Il y a 3 glaciers en Papouasie. On pense tous que c'est que les mers turquoises en bas. Non, il y a 3 glaciers. Donc c'est très intéressant de rencontrer ces populations,
parce que nous, ce que l'on veut, c'est que ce soit eux qui nous racontent leur nature, leur culture. Nous, on n'est pas légitime à arriver dans un pays et commencer à dire alors c'est comme ci, c'est comme ça. C'est eux qui nous racontent et notre éditorial s'est vraiment fait autour des rencontres, des populations locales, des scientifiques et c'est ça qui est très important. Et alors du coup, c'est très beau. Moi je me souviens que j'étais au lancement au Trocadéro. Au Café de l'Homme. Voilà, exactement. Mais mais j'ai l'impression que depuis j'en ai pas beaucoup entendu parler. Alors, je suis peut-être pas la meilleure cible, je ne sais pas. Non. Mais comment ça marche? Pourquoi est-ce que j'en ai pas entendu parler? Et pourtant il y a beaucoup d'abonnés, c'est ça? Et pourtant il y a beaucoup d'abonnés. Je vais vous dire, c'est souvent dommage. En France, on a des idées extraordinaires. On a une culture intéressante, on est curieux de tout. Technologiquement, on a des ingénieurs, des chefs opérateurs formidables. Oui, c'est vrai que la qualité des images est extraordinaire, impressionnante. Ouais. On est élu meilleure application télé du monde. On a des papiers aux États-Unis par Apple. C'est quand même pas une petite boîte. Nous sommes une plateforme qui émet en Chine. On a l'autorisation d'émettre en Chine. On est la seule plateforme télé qui sait streamer du 8K dans le monde. Les 2 seules chaînes 8K aux États-Unis en streaming vidéo, c'est nous. La seule chaîne en Chine, c'est nous. Et en France, on parle peu de nous. Et pourquoi? Alors, déjà, on a concentré nos financements sur le contenu, sur la plateforme. Donc, on n'a pas dépensé €1 de marketing, pardon. Rien. Parce qu'on a concentré là-dessus. Peut-être qu'on va commencer à s'y mettre parce que aujourd'hui on a quasiment 20 millions de téléchargements de l'application. C'est énorme, en 30 mois. On va commencer à pouvoir avoir des choses. Mais on a vraiment mis l'argent sur les développements. Oublions pas que c'est des choses qui coûtent très cher. Et justement, si on parle argent, c'est quoi votre modèle économique? Ça marche comment en fait? C'est un abonnement? Racontez-nous. Alors absolument. Donc smartphone, smart TV, tablette, ordinateur. On a 2 fonctionnalités. Une fonctionnalité qui est la contemplation de nos films, le Netflix de la planète, et puis une deuxième fonctionnalité qui est l'Instagram, entre guillemets, j'utilise des mots de concurrents pour qu'on comprenne bien, où tout le monde peut ouvrir son compte et nous aider à faire l'inventaire de la Terre dans sa qualité, pas en 8K, en nous envoyant des photos et des vidéos. Et à partir de ce moment-là, si vous nous envoyez une photo par mois, nous on vous donne accès à environ une quinzaine d'heures de programme gratuitement, notre basique. Et si vous voulez aller plus loin, avoir du 8K, du premium, effectivement l'abonnement est à €2,99 par mois pour avoir accès à tous les contenus nouveaux tous les mois. On met environ 1h30, 1h40 de nouveaux programmes tous les mois. Et est-ce que vous revendez vos images? Non. Non, l'intérêt, c'est vraiment d'être chez nous, voilà, sur notre plateforme. Après, on a eu la chance depuis maintenant 10 mois d'avoir créé un partenariat avec l'UNESCO. Oui, j'allais vous en parler justement. Et puis pour conclure, effectivement, quelquefois, je suis un peu frustré même pour mes équipes, moi bien sûr, mais toutes les équipes qui travaillent dur pour être technologiquement à la pointe. Ouais, c'est un peu frustrant quand on ouvre le Figaro Écho ou qu'on écoute. Ici, j'ai été invité effectivement quelquefois, mais on se dit, ce serait intéressant que la presse française s'intéresse aussi à des boîtes françaises. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Mais je vous remercie beaucoup. Et j'invite tous nos téléspectateurs, en tous les cas, à aller voir cette plateforme parce qu'on en prend véritablement plein les yeux. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Olivier Chabaudot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdocom. À bientôt. Hebdocom sur BFM Business.